Bonjour, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous mensuel, donc le rendez-vous mensuel de No Code for Good sur Twitch, notre live. Je suis Angeline, Product Manager de No Code for Good et je suis avec Quentin, notre lead dev. Bonjour Quentin. Bonjour Angeline, bonjour le chat. Alors, merci d'être là avec nous. Je vois qu'il y a déjà 2 personnes qui nous ont rejoints. Peut-être rappeler tout de suite ce qu'est No Code for Good. No Code for Good, on est une plateforme de mise en relation de développeuses et de développeurs no code et IA solidaires. Donc, on met en relation avec des projets à impact positif qui n'ont pas beaucoup, voire pas du tout, de moyens techniques ou financiers pour pouvoir les aider. Donc, le mois dernier, par exemple, on a reçu NOAA, qui est une association qui œuvre pour aider les femmes dans le milieu de l'aquaculture, et Audrey Fritz, donc une no-codeuse, qui les a aidés à automatiser la gestion des adhésions. Donc, tout un processus manuel très chronophage avec la récupération des justificatifs, le paiement via Hello Asso, et donc tout ça a pu être automatisé. Alors, c'est vrai que notre format habituel, c'est ça, c'est le retour d'expérience où on aime bien recevoir un projet qui est passé par notre plateforme et la no-codeuse ou le no-codeur qui l'a aidé pour pouvoir un peu présenter ce qui a été obtenu via cette collaboration. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire qu'on va avoir la chance de recevoir Mathias, qui est Product Builder, et qui va pouvoir nous montrer un cas d'usage sur lequel il a travaillé, donc en fait un projet qu'il a mené pour un client et qui est un projet très intéressant puisque comme on va le voir, il y a vraiment des déclinaisons possibles pour les projets à impact positif. Donc du coup, on va pouvoir accueillir Mathias. Hello Bonjour tout le Mathias, monde. comment Bonjour tu vas? Angeline. Bonjour Quentin. Je vais très bien. Et vous? Salut Mathias. Écoute, merci Ça va beaucoup très bien. Mathias. Vas-y. Super, super. Je remercie Mathias d'être venu avec nous. Donc, Mathias, toi, tu es Product Manager chez Cobuz, une plateforme de streaming musical de haute qualité. Et tu es aussi Product Builder. Tu nous as donné beaucoup de coups de main à No Code for Good. Donc, on te remercie. On a notamment travaillé ensemble sur un processus d'automatisation de la production de contenu pour les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est toujours du work in progress, mais en février, tu étais venu présenter un scénario sur Make que tu avais construit pour nous. Et aujourd'hui, donc, tu viens pour présenter un nouveau cas d'usage qui pourrait être utile au projet à impact positif. Alors du coup, est-ce que tu veux, toi, le présenter en une phrase? Carrément. Bon, déjà, bonjour à tous. Et oui, encore super content d'être à nouveau dans un petit live de No Code for Good. Et en une phrase, présenter le projet. Je dirais que c'est du lead scoring pour les entreprises pour mieux comprendre qui est la personne intéressée par leur service ou leur projet. Alors, on va voir tout ça dans le détail. Là, le but, c'est que dans les lives de No Code for Good, on explique vraiment toujours tout. Déjà, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi, et puis on va vraiment expliquer les outils, comment on a fait, etc. Enfin, comment tu as fait en l'occurrence. Mais clairement, ce qui est intéressant là, c'est qu'on est sur un système qui pourrait très bien être utilisé, par exemple, pour sélectionner des bénévoles, pour gérer des candidatures de bénéficiaires ou encore pour trier, par exemple, des propositions de mécénat ou de partenariat. Nous, à No Code for Good, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement vu qu'on reçoit par an environ 40 demandes d'aide de projets. Ces demandes, on doit les qualifier, les analyser, les qualifier et ensuite les transformer en missions qu'on va pouvoir proposer à nos développeuses et à nos développeurs. Donc, on est clairement aussi en train de travailler et de regarder sur
des systèmes qu'on pourrait mettre en place pour s'aider à travers l'IA et pour automatiser ce qui peut être automatisé. Donc, c'est vraiment le sujet qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Du coup, toi, Mathias, là, c'est vraiment un cas client en fait que tu vas nous présenter. Ton client, c'était qui? C'était quoi son problème quand il est venu te voir? Alors, mon client, il a pas mal de problèmes différents. Aujourd'hui, c'est un PDG qui a besoin de plus de temps pour faire plus de choses. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est aller regarder les points qui, aujourd'hui, lui prenaient le plus de temps, logiquement. Et vu que lui, aujourd'hui, il a un incubateur où, en fait, il est un peu comme une sorte de plateforme ou un peu comme No Code for Good, mais du coup, pas dans l'associatif, plus dans la partie, lui, en tant que, on va dire, que partenaire d'entreprise, donc de porteur de projet qui recherche justement de l'aide en tant que ressource, qui peuvent être aussi des équipes, peuvent être aussi d'autres entreprises, mais aussi de la recherche de financement. Donc, ici, lui, il a une plateforme où il a des porteurs de projets, des investisseurs et des partenaires. Donc, l'idée, c'est de faire un peu cette triforce qui permet justement d'élever les projets des personnes qui viennent avec des projets et les connecter justement avec les différents possibles partenaires et les possibles investisseurs sur ces projets-là. Et donc, lui, aujourd'hui, il doit faire à la main l'analyse de chaque personne. Et aujourd'hui, je crois que la création de compte, elle est totalement libre par n'importe qui. On dit qui on est et ensuite, on a une confirmation ou pas dans cet écosystème. Et moi, ce que j'ai réfléchi pour lui permettre d'avoir une meilleure gestion de cette partie-là, c'est scorer ces différentes personnes, ces différents types de leads qu'il pourrait avoir lui dans sa plateforme, et donc avoir des règles claires sur chaque type de user et l'associer aussi à la mission qu'il a en tant que lui, entreprise, aussi de relation. Parce que des fois, bah, ça doit arriver aussi sur No Code for Good, il y a des projets qui veulent faire partie de l'écosystème, mais ne matchent pas forcément exactement avec la mission de l'entreprise. Donc, il y a plusieurs choses à regarder. Et l'idée ensuite, c'est qu'on ait quand même une base de données où on va faire rentrer ces leads-là. Et si le lead est très intéressant, par exemple un investisseur très, très intéressant pour la plateforme, ben on va recevoir une notification qui va justement prévenir le PDG comme quoi il a quelqu'un d'intéressant qu'il doit recontacter. D'accord. Alors, on va aller voir tout ça dans le détail. Donc, du coup, ce PDG, il est très sollicité. En fait, il reçoit beaucoup de sollicitations. Et là, ce qu'on va simplifier, c'est sa capacité à analyser en fait ces sollicitations pour pouvoir après décider quelle est l'action pertinente, qu'est-ce qu'il veut en faire, quelle valeur ça a pour lui, comment est-ce qu'il a besoin de répondre, etc. Donc, tu expliquais qu'aujourd'hui, ce travail, il se fait manuellement. C'est toujours important de bien comprendre un workflow manuel avant de voir comment on va l'automatiser. Donc, aujourd'hui, lui, en fait, comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que parce que tu as parlé de compte, d'inscription par un compte. Donc, lui, il reçoit des sollicitations. Comment est-ce qu'il les reçoit et qu'est-ce qu'il fait dans son processus manuel aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, il y a la création de compte et ensuite, pour être validé, il faut prendre un appel avec lui pour au moins que lui puisse connaître la personne qui va faire partie de l'écosystème. C'est assez logique parce que un porteur de projet, si on ne le connaît pas et qu'il il rentre juste sur la plateforme, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut que lui, vu que lui, il n'a pas un rôle passif, sinon que lui, il joue un rôle vraiment de créer cette relation et de jouer un rôle aussi de partenaire en tant que tel. Donc lui, c'est important pour lui de connaître le porteur de projet, donc il a un appel avec eux. Et ensuite aussi, c'est important pour lui de connaître les différents types d'investisseurs ou partenaires parce que donc lui, c'est un peu comme un sort de product manager, mais
pas du coup product, mais plutôt dans le côté plus développement de l'entreprise. Et donc, lui, il est central sur chaque développement de projet. Donc, c'est assez Super. important que lui puisse avoir des calls avec tout le monde. Donc, vraiment un processus de screening, en fait. Hein. Il est sollicité, ensuite, il fait ses entretiens. Et là, toi, qu'est-ce que tu as pensé que tu pouvais lui proposer quand il t'a expliqué qu'il avait ce processus très chronophage là de gens qui, en fait, prenaient rendez-vous via sa plateforme et qu'ensuite, il devait faire ses rendez-vous, etc. Là, qu'est-ce que tu t'es dit que tu pouvais lui proposer? Donc, moi, là, pour l'instant, c'est donc une sorte de démo V1 que je suis en train de faire. L'idée, c'est déjà de proposer comment on fait en produit, une sorte de MVP. Donc, bon, d'habitude, un MVP est très manuel. Là, l'idée, c'est de faire un MVP, mais côté automatisation, où en fait, déjà de base, quand quelqu'un veut rejoindre, il va devoir passer par un formulaire. Donc, on va lui poser certaines questions. Dépendant de son profil, il aura des questions différentes. Donc, un investisseur va pouvoir dire, bah, moi, j'investis plutôt sur ce type d'entreprise et à tel montant. Et en fait, grâce à cette information, on va passer tout ça dans un JSON, dans une IA qu'on a entraînée grâce à des scorings que nous, on a décidé, dépendant du côté environnemental, etc., parce qu'il est dans la partie environnement. Et aussi avec la data de la boîte que lui possède, pour savoir si ça match aussi dans les valeurs et dans les choses que lui, il veut vraiment transmettre aussi avec sa boîte. Ensuite, grâce au scoring, on va décider ou pas de lui envoyer un mail à lui pour savoir si c'est important de contacter ce possible lead au plus vite possible. Sinon, il va dans tous les cas apparaître dans le Airtable que je lui ai fait et lui, il décidera ensuite s'il veut ou pas le recontacter. Et l'IA va lui proposer des choses, des next steps possibles, quelle est sa recommandation et revoir. Ensuite, on lui donne cette possibilité d'avoir Airtable. Pourquoi? Parce que ça lui permet aussi de lui revoir si pour lui c'est quand même intéressant. Même s'il n'a pas été notifié, est-ce que lui, dans ce qu'il voit dans les données qu'il a reçues, c'est quand même intéressant de contacter ou pas la personne et ne pas juste enlever une candidature parce que l'IA a décidé. Ensuite, on aura des possibles évolutions avec des contacts directs selon des informations. On peut aussi aller chercher des informations concrètes sur le porteur de projet, sur le partenaire, etc. Lui envoyer déjà un email personnalisé et d'autres évolutions. Mais si je continue, ça sera un peu long. Ouais, alors en fait, surtout, on va aller voir tout ça dans le détail et puis on a des questions très intéressantes qui commencent à arriver hein, parce qu'il y a des no-codeuses et des no-codeurs dans la salle, des spécialistes de tout ça. Donc, du coup, ce formulaire, donc toi, tu as introduit un formulaire qui n'existait pas. Mm-hmm. Très bien. Et est-ce que tu peux peut-être, avant qu'on aille voir tout ça dans le détail, nous dire c'est quoi l'avantage en fait? C'est quoi le bénéfice apporté par cette solution? Pour moi, c'est déjà d'avoir une qualification au préalable d'un contact. Donc, ça permet déjà d'avoir une meilleure qualification de la personne qui nous contacte et vu que ce PDG a besoin de temps, c'est essayer de lui mâcher un peu le travail avant qu'il fasse des calls pour faire des calls, en sachant que ça ne matche pas déjà avec un simple formulaire, on sait déjà que ça ne matche pas. C'est sans être méchant. Des fois, c'est juste ça ne matche pas parce que c'est pas ce qu'on recherche. Et c'est normal. Une entreprise, des fois, ne matche pas avec des possibles clients juste parce que c'est pas ce qu'on recherche. Donc là, l'idée, c'est vraiment de gagner du temps au début en faisant un pré-filtre des gens qu'on veut vraiment avoir ensuite et aussi d'avoir déjà des informations qui lui permettent d'attaquer un call avec plus d'informations sur la personne qui nous contacte. Donc, on est sur un gain de temps, on est aussi sur un gain d'efficacité en fait. Exactement. D'accord. Alors, du coup, on va peut-être juste reprendre un peu le workflow ensemble que tu as bien décrit. Hein, tu as automatisé un workflow. Tout commence avec un formulaire que tu as créé. Après, il y a du nettoyage de données. Ensuite, alors, ton tri, tu le fais au moment du formulaire? Il est juste après, oui.
juste après. C'est-à-dire que tu as un formulaire et ensuite, tu vas trier entre les 3 profils possibles de lead, c'est ça? C'est ça. Bah, en fait, je pourrais l'expliquer en même temps que je montre le workflow, mais il y a un clean juste avant et ensuite un tri, oui. D'accord. Alors là, on va pas rentrer dans les outils tout de suite. On va aller voir ça après. Donc après, tu as ton évaluation où tu vas utiliser l'IA. Et puis, tu sauvegardes. Et ensuite, c'est à partir de là, donc corrige-moi si je me trompe, mais ce que je comprends, c'est que c'est à ce moment-là que les informations vont aller dans ta base de données, pas avant. C'est ça. C'est ça, ok. Donc, tu as parlé d'Airtable. Donc, juste pour expliquer pour les personnes qui ne savent pas ni ce que c'est qu'Airtable, ni ce que c'est qu'une base de données, en fait, c'est tout simplement un outil qu'on va utiliser pour stocker des informations. L'outil que tout le monde connaît, c'est les fichiers Excel. En no-code, un outil qu'on peut utiliser, qu'on utilise beaucoup, c'est Airtable. Donc, c'est le cas ici. Et l'intérêt, c'est que ça permet de bien ranger les informations comme il faut au bon endroit. Et donc, à partir de là, ensuite, tu vas avoir ce système d'email, d'alerte pour ton client. Donc, je pense que tu as déjà expliqué en fait pourquoi tu as choisi ces différentes étapes. Hein, c'était par rapport aux besoins du client. Ce que je propose, c'est que avant même qu'on aille dans le détail des outils, que tu nous fasses un peu une démo en direct pour qu'on regarde ça. Et puis ensuite, on pourra regarder vraiment en détail les différentes étapes, parler des outils, répondre aux questions. Mais déjà, peut-être, si tu nous montres, ça va être plus concret pour tout le monde. Hein. On va partir du formulaire et puis on va voir un peu ce qui se passe. Parfait. Là, je vais partager mon écran. Alors, donc le premier truc que vous allez voir, c'est le workflow, mais je changerai directement sur… Hop, maman. Ouais, parfait. Donc ça, c'est le workflow. Et ensuite, je vais montrer donc étape par étape. L'idée, c'est on part de ce Tally. J'ai utilisé Tally parce que pour moi, c'est quand même une façon assez simple, mais on peut utiliser n'importe quel type de… On y reviendra. Ok, allez, je reviendrai dessus. Absolument. Donc là, ce que je fais, c'est que moi, j'ai déjà mes données qui sont enregistrées, donc ça me permet de mettre mon mail, mon nom, prénom. Je vais le mettre en tant que porteur de projet. Ici, donc là, moi, j'ai déjà tout qui est… je me suis mis comme… Je m'appelle Green Sound. Mon secteur d'activité, on va dire, c'est la musique. J'ai expliqué en quelques lignes ce que fait Green Sound, qui développe une plateforme de streaming musical à bas carbone. Ensuite, je vais dire que je cherche un financement de 100 à 500 000. Je vais dire que actuellement, je suis en prototype. Et l'expérience de mon équipe, elle est donc la suivante. Donc, elle est composée d'ingénieurs logiciels spécialisés en IA, etc. Ce que je vais faire, donc, c'est ensuite, et donc là, je peux optionnellement mettre ces informations-là. On va dire que là, je n'ai pas vraiment envie de donner mon téléphone. Donc, quand je fais envoyer, c'est bon, c'est envoyé. Et là, si je reviens dans mes exécutions, je vais voir que j'ai un petit truc qui s'est lancé. Donc là, on va pouvoir voir normalement. Alors du coup, j'explique simplement pour les personnes qui ne sont pas familières des workflows et des outils d'automatisation. Donc là, on est sur donc les workflows. En fait, un workflow, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'organisation d'une séquence d'actions en utilisant des outils informatiques. On utilise pour ça des plateformes en fait qui permettent de connecter différents outils et d'organiser des actions. Et là, en l'occurrence, on est sur N8N. Donc, le choix d'N8N, on en reparlera et on y reviendra. Mais ce qu'on peut voir là, dans ce que montre Mathias, c'est toutes les différentes étapes. Donc, les bulles, en fait, ça s'appelle un node. Et c'est tout simplement toutes les différentes étapes qui ont été mises en place, les enchaînements, les liens entre les différents outils, etc. Et là, ce que tu nous montrais à gauche, donc c'est, on peut voir un peu, on a un petit rapport en fait de quelle action a été déclenchée. Exactement. Donc là, en fait, c'est toutes les exécutions. Donc on peut voir les erreurs aussi, mes tests antérieurs. Et ce qui est pas mal, c'est que du coup, là, j'ai un rapport exact de là, la dernière action que j'ai faite, donc celle du 27 août à 13h22.
et je vois exactement par où est passée ma demande et je peux même rentrer en fait sur chaque node pour voir l'entrée d'informations et la sortie d'informations. Et ça pour chaque node. Donc, ça me permet d'avoir vraiment un rapport détaillé, ce qui est quand même assez sympa parce que quand on a des erreurs ou qu'on a des problèmes ou qu'on ne voit pas une donnée, en fait, on peut aller exactement dans un node pour vérifier pourquoi on n'a pas reçu cette donnée ou l'autre. Même si tout s'est passé comme prévu, on peut aller plus en détail vérifier ce que j'ai trouvé comme limite sur Make où c'est un petit peu plus compliqué, même si c'est faisable aussi. Donc là, en l'occurrence, concrètement, on a mis des infos dans un formulaire et ces infos, tu les as envoyées à ce qu'on appelle donc un modèle. Quand on parle d'IA, on parle de LLM. Donc toi, tu as choisi de travailler avec OpenAI, qui est le modèle qui est utilisé par ChatGPT, que tout le monde connaît. Et tu as fait mouliner en fait les infos par ChatGPT et ensuite les infos reviennent et là elles sont envoyées donc dans Airtable. Donc j'imagine que maintenant ce que tu vas nous montrer c'est ce qu'on obtient, les infos qu'on obtient en résultat. C'est ça. Donc en fait là je peux aller directement sur mon Airtable. Donc là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait 4 vues différentes. La première avec tous les profils, mais je peux aller directement sur le profil porteur de projet. Ça va être plus simple parce que déjà, j'ai mon tri de champs qui doit être visible. Donc là, je vois bien que j'ai bien reçu Mathias Boulanger, mon mail. Je suis bien un porteur de projet avec mon entreprise Green Sound. Je n'ai pas mis mon téléphone, donc je ne l'ai pas. L'IA met un 78 en tant que score via donc les différents critères que je lui ai donnés avec donc une priorité. Les prochaines actions que me propose l'IA, donc d'améliorer les projections financières et clarifier le modèle de revenus et développer donc des partenariats stratégiques. Les points forts, les points d'attention, un commentaire plus en détail, donc potentiel de développement durable élevé, penser à l'accompagnement de la structuration financière, le secteur, ma description du projet, mon financement. Donc ça, c'est vraiment les données que j'ai remplies directement. Et celles qui sont vraiment d'IA sont celles-ci qui ont été générées grâce à ce que moi je lui ai dit en premier. J'ai des scores pour chaque critère que j'ai donné. Donc, le score d'impact est 19, mon score de viabilité est 16, d'équipe 17. Et là, marché, en fait, il devrait pas être là. Voilà. Et de fit. Donc, vraiment, la connexion avec mon entreprise de ce que moi, je l'ai entraîné avec l'information que moi, je lui ai donnée. Donc, il me donne un commentaire en plus qui était ce que j'ai testé un petit peu pour avoir un commentaire en plus. Donc là, c'est une incubation standard. Et là, donc, on a bien notifié. Il faudra bien me notifier parce que j'avais décidé que tous les scores au-dessus de 70, je veux être notifié en plus. Donc là, j'ai été notifié et donc là, j'ai la date exacte de la qualification. Donc, on a bien la même date et heure que j'avais sur N8N. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que là, ton client, il récupère dans cette base de données à la fois des informations directement qui étaient dans le formulaire, donc qui vont arriver là-dedans, mais aussi des informations en plus qui sont le résultat de l'analyse par le modèle d'OpenAI des informations qu'il y avait dans le formulaire. Et donc à partir de ce moment-là, il y a aussi un calcul qui s'est fait sur une sorte de matching, en fait. Est-ce que cette demande est intéressante pour moi ou pas? Et à partir de là, si elle est intéressante, il y a une notification. De toute façon, on va revenir dans le détail sur le scoring et tout ça. Mais peut-être que ce qui serait intéressant, c'est que tu nous montres, parce que du coup, ton client, il peut venir voir ici ce qui se passe, mais toi, ce que tu as mis en place, c'est justement un système pour qu'il reçoive les infos directement dans sa boîte mail et qu'il n'ait pas forcément besoin d'être tous les 4 matins dans cette base de données. C'est ça. Sur le mail, moi, j'ai fait un mail quand même beaucoup plus simplifié. C'est juste plus un mail d'alerte avec une petite explication de qu'est-ce qu'il a reçu, mais je vais pas lui redonner exactement tout. Alors, moi, ça, c'est un test. Si lui, il veut vraiment avoir un mail beaucoup plus détaillé avec vraiment toutes les infos que l'IA a rédigées, on pourra le faire. Là, moi, pour la démo qu'on fait aujourd'hui, c'était plus montrer ce que je peux recevoir. Je le montrerai ensuite. Dans tous les cas, j'ai dû déjà recevoir le mail, donc je pourrais montrer à quoi ressemble le mail. Mais là, pour l'instant, le mail est assez
il est beaucoup plus simple, avec un score, une petite explication et les next steps. Ok, d'accord. Donc là, on est plutôt sur un système de notification qui me permet de savoir qu'il y a une personne qui matche bien mes critères et donc, ça serait bien que je vienne voir dans la base de données de quoi il s'agit et qu'est-ce que je peux en faire. Mais du coup, est-ce que tu as quelque part une vision un peu résumée justement du score, du résumé des points clés? Ou est-ce que il faut lire chaque champ dans Airtable? Alors, pour l'instant, dans ma version V1, il faut venir sur Airtable pour avoir plus d'informations. Mais l'idée, c'est que si on a besoin d'avoir une description un peu plus élaborée sans forcément venir, l'idée, c'est aussi de faire gagner du temps là-dedans. C'est totalement faisable. Il faut juste, je pourrais montrer ensuite, quand je montrerai les nœuds, comment on fait. Ok. Mais là, du coup, dans Airtable, il faut regarder chaque champ ou tu as un champ qui donne toutes les informations d'un coup? En fait, tu pourrais directement venir sur les champs qui t'intéressent. Donc, par exemple, si lui, la seule chose qu'il veut voir, c'est un petit peu quelle est la prochaine action à réaliser, les points forts, les points d'attention et les commentaires en plus, il peut directement venir juste voir ces quatre-là. Et avec ça, il a déjà une très bonne visibilité de ce qu'a rédigé l'IA par rapport au projet. Super, très très clair, très très clair. Et du coup, si on a un peu tout vu, donc là tu nous as montré les notes qui ont été attribuées, tu nous as montré aussi l'analyse qui est faite par l'IA et les recommandations d'action qui sont données par l'IA, hein, c'est bien ça. Donc du coup, on va pouvoir rentrer un peu dans le détail des outils. Alors peut-être commencer déjà, on va passer après un peu plus de temps sur la plateforme d'automatisation et surtout sur l'IA, parce que c'est ce qui est plus intéressant dans ce workflow. Mais je pense que ça serait quand même bien qu'on parle du formulaire, parce que finalement, tu as choisi le formulaire. Donc, le formulaire, c'est ce qui permet de récupérer la donnée. On pourrait imaginer que la donnée, elle soit récupérée autrement aussi, par exemple par mail en fait, c'est un moyen de récupérer la donnée, mais il pourrait y en avoir d'autres. C'est quoi l'intérêt? Pourquoi est-ce que toi, tu as fait le choix d'un formulaire et pourquoi le choix de Tally? Alors, le choix de formulaire, c'est parce que je trouve que c'est la meilleure manière de cadrer exactement les types de réponses qu'on voudrait recevoir. Alors que sur un mail ou sur un autre type de contact, après, on pourrait par exemple créer un bot sur WhatsApp, sur Telegram, sur un autre type de plateforme, même sur Instagram, maintenant ça existe aussi, où on poserait des questions et à la fin, on pourrait cliquer envoyer. Et nous, au moins, là, on a quand même un truc cadré. Mais si on demande juste un mail et dans le mail, la personne écrit comme elle veut, on ne sait pas très bien comment bien gérer les données qui sont reçues, il faut faire des analyses en plus en code pour qu'une IA aussi comprenne quelle a été la réponse exacte à chaque chose et essayer d'avoir sa propre interprétation de ce que nous, on recherche à la fin en tant que données. Parce que nous, dans l'analyse, c'est là ce qu'on voit sur le formulaire, c'est vraiment d'avoir les infos qui nous intéressent, nous. Combien tu cherches en termes d'investissement, quelle est l'équipe que tu as actuellement, etc., etc. Alors que si on laisse un mail, on n'aura peut-être pas forcément toutes les informations dont on a besoin pour faire un bon scoring. Exactement. Alors, je le dis juste pour les projets pour qui c'est pas forcément évident, mais en fait, quand on veut utiliser de l'IA, quand on veut automatiser, c'est vraiment très, très important que finalement, les informations qu'on utilise, elles soient ce qu'on appelle structurées, c'est-à-dire qu'elles soient bien organisées parce qu'après, elles vont être traitées par des machines. Et donc, en fait, on doit parler aux machines, quoi. Donc, le formulaire, c'est très pratique pour ça parce que ça catégorise les informations et ça les range bien comme il faut, même si c'est pas suffisant, on va le voir après. Il y a quand même des manips à faire. Alors, pourquoi Tally? Alors, et répondant aussi en même temps un peu aux commentaires qu'a fait Marion, justement sur le chat, je n'ai pas forcément choisi Tally parce que j'adore Tally. Ça, comme disait Marion aussi, c'est joli. Comme ils ont un peu cet esprit Notion, c'est assez sympa. Et c'est facile à rédiger et à faire. Et les données qu'on reçoit à la fin sont assez clean. Donc, c'est vrai que ça, c'est sympa. Là, pour le coup, j'ai utilisé parce que, si je me trompe pas, ils ont des serveurs en Europe et un des besoins de mon client, c'était d'avoir le plus possible des outils européens ou français. Donc, moi, dans mon cas, j'ai utilisé ChatGPT, mais l'idée, sûrement, c'est de lui installer Mistral.
Il faudrait que je fasse des tests parce que je ne me suis pas habitué à Mistral et je ne sais pas la qualité justement de leur analyse. Mais moi, pour faire déjà une démo pour ce client, lui montrer ce qui est faisable, je voulais utiliser les outils que je suis habitué à utiliser. Donc là, Tally, c'est plus un choix parce que je connaissais, j'avais déjà fait des utilisations avec, donc je connaissais, et parce que si je me trompe pas, c'est européen. Donc c'était un bon choix pour moi. Mais j'ai pas forcément un attachement à Tally, comme disait Marion aussi, Airtable a ses propres formulaires, donc j'aurais pu choisir ça. Et en plus, on aurait eu les informations directement sur Airtable et j'aurais pu les chercher directement sur Airtable, sans forcément devoir passer par un webhook et tout ce que j'ai réalisé. Ouais. Et après, je sais qu'il y a d'autres choix, donc il n'y a pas forcément un choix. Carrément. Oui. Nous, à No Code for Good, on aime beaucoup fill out. Hein, je le dis, c'est Quentin qui nous a fill out isé, si je puis dire, à No Code for Good. Moi, ce que j'aime beaucoup avec fill out par rapport à Tally, justement, c'est que en fait, la logique avec fill out, c'est qu'on part de la base de données. C'est-à-dire que d'abord, on crée sa base de données, par exemple dans Airtable, et ensuite, à partir de là, on va appeler les différents champs dans l'outil de formulaire. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique qu'avec Tally où en fait, c'est le contraire. On fait d'abord son truc et puis après, il faut faire séparément la base de données. Ensuite, il faut connecter les deux. Et moi, je trouve que ça donne mal à la tête. Mais bon, c'est différentes options qu'on peut utiliser, en sachant que ce qui est pratique avec ces formulaires aussi, et ça tu l'avais dit Mathias quand on préparait ce live, c'est que le formulaire c'est quand même un outil très pratique parce qu'on peut l'utiliser comme une page comme ça qu'on envoie aux gens. On peut aussi l'intégrer par exemple dans un site web. Donc c'est quand même un moyen très flexible en fait de récupérer proprement de l'info. Alors, peut-être ensuite, la deuxième question, on avait un commentaire donc, de Xavier Agapé. Je rappelle par ailleurs déjà coucou Xavier, hein, un grand vizir de la communauté, qui disait, bon, il y a du niveau technique. C'est vrai que N8N, c'est pas l'outil d'automatisation le plus simple qui existe. Quentin, on en parlait avec Quentin hier, qui me disait que par exemple chez Contournement, hein, qui sont un peu la référence en formation de no code, ils utilisent que Make, ils utilisent que Zapier. Toi-même, tu travailles sur Make. Mathias, pourquoi est-ce que là, tu as voulu faire du N8N? Alors, dans mon cas, c'est surtout parce que je vois, alors, c'est justement le fait qu'il soit plus technique donne plus de flexibilité dans certains aspects. Et donc, c'est surtout aussi, j'ai été un peu influencé. Je pense que tous, on a vu les super workflows qui sont faits par beaucoup de monde sur N8N où on a 10 000 étapes sur LinkedIn, et maintenant il y a avec VO3 pour la création de vidéos, je trouve il y a des choses incroyables. Et en fait, je trouvais un peu plus de flexibilité, plus de complexité, mais plus de flexibilité. Et donc, j'avais juste envie de tester. Il y a aussi le fait que j'aime bien cet aspect de pouvoir l'auto-héberger. Donc, ça me permet en fait de moi gérer totalement la facturation dépendant de mon usage. Et je suis pas forcément limité par la quantité de crédit que me donne Make. Donc, c'était un petit peu plusieurs choses qui m'ont fait aussi m'intéresser à N8N. Je suis pas forcément fermé à revenir sur Make de temps en temps. Je pense que Make est une super option si on veut faire un test rapide sans forcément se casser la tête sur la gestion de JSON, d'API, etc. Mais je la trouvais plus flexible pour certains aspects. Donc, c'est plus un choix de test et aussi m'adapter aux besoins qui peuvent y avoir. Et j'aimais bien aussi leur gestion des IA à l'intérieur. Ils ont aussi maintenant, ils géraient les MCP avant que Make le fasse. Maintenant, Make a intégré aussi ça. Donc, ça a été être un petit peu sur les deux. Ça me permet quand il y en a un qui sort quelque chose que l'autre n'a pas, ça me permet de pouvoir switcher et vice versa. Et je trouve que c'est deux outils assez intéressants, mais je recommanderais Make pour un débutant. Et je parle en tant que, on va dire, débutant plus. Et je n'ai pas non plus un niveau technique gigantesque pour comprendre ça, donc ça va.
Mais bon, c'est sûr que dès qu'on met un peu les mains dans le développement no-code, je pense qu'on est vite saisi par l'amour de N8N. En tout cas, moi, je le vois partout dans la communauté. Simplement, pour nos projets, est-ce que là, par exemple, ce workflow, il serait faisable sur Make ou sur Zapier, qui est même encore plus simple? Alors, Zapier, je n'ai jamais touché, donc je pourrais pas dire. J'ai toujours directement été sur Make. Et en plus, vu que j'avais fait aussi des formations contournement, ils parlent surtout de Make, donc j'étais direct dessus. Et est-ce que ça, c'est faisable sur Make? Totalement. Je pense que c'est faisable. Je pense que ça serait quand même quelque chose d'assez lourd parce que, après, quand je rentrerai plus en détail, j'utilise quand même un peu de code dans le parsing des réponses et dans les nettoyages. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que toute la gestion de code chez N8N est quand même simplifiée. Je trouve que je comprends mieux ce qui rentre, ce qui repart. Ils ont aussi la possibilité de faire un pin de data. Donc, pour expliquer un peu plus ce que ça veut dire, c'est que quand je suis en train de faire un test, je ne dois pas relancer à chaque fois un test de zéro. Je peux directement, sur les différents nœuds, avoir l'input de piner, en fait, qui bouge plus. Et donc, je peux faire des tests sur comment l'output va être. Donc, ça, sur Make, je crois qu'aujourd'hui, ils l'ont pas encore. Et ça me permet vraiment d'aller plus rapidement sur les développements parce que l'input, je ne dois pas relancer toute la machine à chaque fois. Et donc, ça me permet aussi de gagner ce que sur Make, on appelle enfin, c'est pas exactement des crédits, mais le fait de relancer à chaque fois chaque nœud, chaque bulle, ça nous consomme donc des crédits. Et donc, dans ce cas, je n'ai que à relancer un nœud de temps en temps pour refaire des tests. Donc, il y a… Ok. Voilà. Ouais. D'accord. Alors, moi, j'avais très envie de parler de mapping, de parsing, etc. Mais il nous reste pas beaucoup de temps. Donc, on verra si on a le temps d'y revenir à la fin parce que, en plus, c'est quand même un sujet important. Mais il faut vraiment qu'on aille sur la question du LLM, qui est quand même le sujet clé aussi ici. Peut-être juste avant, on avait une question de Quentin, parce que quand tu disais que ton client, et ça c'est quelque chose qui peut intéresser beaucoup de projets, que beaucoup de nos codeuses et de nos codeurs rencontrent aussi dans leurs activités, cette histoire du client qui veut de l'héberger en France ou en Europe. Est-ce que tu as envisagé du coup d'utiliser TimeTonic plutôt que Airtable? Alors, je ne connais pas. Donc, je vais tout de suite, juste après le live, regarder un peu plus en détail, mais je ne connais pas, donc je vais regarder. Ok. Donc, oui, c'est vrai que TimeTonic est un acteur français, je crois, et donc qui se développe énormément parce que, bon, Airtable, c'est un bon outil, on l'utilise tous, c'est vraiment très pratique, mais par contre… sur des questions de RGPD, de souveraineté, ça peut coincer. Et là, TimeTonic offre une alternative. Alors du coup, je te propose qu'on parle de ce que tu as fait avec l'IA, parce que ça, c'est vraiment intéressant. Et on va peut-être lancer tout de suite en introduction la question de Xavier. Et ensuite, on va aller voir tout ça dans le détail. Donc, est-ce que tu as utilisé un prompt ou est-ce que tu as fine-tuné une IA? Je pense qu'il faut que tu expliques dans ta réponse. Alors, comme on peut le voir aussi sur les bulles, j'ai bien utilisé la bulle Message and Assistant. Donc, ça veut dire que j'ai créé au préalable un assistant sur la plateforme d'OpenAI. Donc, j'avais préparé ça aussi de côté. Hop. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que donc pour toute personne qui a un compte OpenAI, ils peuvent aussi utiliser ce qu'on appelle la plateforme OpenAI. Beaucoup de gens ne savent pas, mais en fait, ici, on peut jouer avec plein de choses. Il y a 1000 trucs à faire et bref, c'est très intéressant. Et donc là-dedans, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit démo assistant lead scoring où je lui ai donné donc des systèmes prompts où je lui donne donc là, moi, je me suis fait passer par une autre boîte qui s'appelle Nexus Ventures, qui donc est un incubateur premium. Je lui ai donné pas mal de méthodologies, mes principes, comment je veux qu'il gère les différents cas, le ton, les points d'attention, les intégrations dans notre écosystème avec les différents points. Donc ça, moi j'ai fait un prompt de base avec mes idées
Et ensuite, j'ai amélioré. Il y a aussi plein d'IA qui permettent d'améliorer des prompts. Donc, moi, je l'ai amélioré peu à peu. C'est pas moi qui ai écrit le tout. Je vais pas mentir. Il y a même OpenAI qui a maintenant un prompt qui améliore, enfin, une IA qui améliore tes prompts. Donc, ça, c'est aussi assez cool. Moi, de mon cas, donc là, j'utilisais le 4O parce que je trouve que le 5 n'est pas vraiment besoin là actuellement et je pense qu'il n'est même pas accessible pour l'instant. Et ensuite, j'ai créé donc là, je sais pas si je peux accéder. Bon, je pense pas que je puisse accéder. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé donc un PDF qui explique qu'est-ce que ma boîte, Nexus Ventures. Et il va expliquer, je pense savoir si besoin de montrer, je peux montrer. Mais ce que je lui ai fait, ah bah je l'ai là. Ce que j'ai fait, c'est que donc je lui ai donné plusieurs informations et je lui ai dit, bon là, pour le test de la démo de notre point maintenant, je lui ai dit, crée une boîte qui est un incubateur et je lui ai dit, bah vas-y, crée une vision, une mission. Mais c'est un peu ce que j'aurais fait aussi avec mon client. C'est vraiment lui dire, décris au plus possible le modèle économique, comment ça marche, comment est-ce qu'on veut justement qualifier les différents leads, les différents scores pour chaque type de lead. Donc là, vraiment, j'ai bien spécifié chaque chose et quel est le processus de scoring actuel qu'on veut avoir avec donc les différents scores, etc., etc. Donc vraiment, j'ai essayé de détailler au plus comment est-ce que moi je voyais les choses et ce que moi je recherche aussi en tant qu'incubateur. Quels sont les critères que j'ai. Tout ça, donc je l'ai mis là-dedans. J'ai joué un petit peu avec ici. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est directement le connecter donc à mon N8N. Et ensuite, j'ai un autre prompt là-dedans où je reprécise certaines choses par rapport à sa mission. Et donc, je lui ai dit, tu vas recevoir ces données, donc vraiment les données que j'ai reçues grâce à Tali. Je lui redonne une petite grille pour lui rappeler comment est-ce qu'il doit faire les différents points. Et je veux qu'il me réponde avec toutes ces données-là. Donc, ces données changent un tout petit peu selon le lead. Parce que, par exemple, l'expérience de l'équipe, elle s'applique que au porteur de projet qui m'a expliqué l'expérience de son équipe. Donc, moi, je vais de là créer donc un score d'équipe et donc une explication un peu plus de ce que c'est. Et là-dedans, donc, je remets les données que j'ai reçues de Tali parce que, bon, seul point de N8N, c'est qu'il ne peut pas aller chercher de données trop loin en arrière. Il doit les avoir d'un petit peu avant. Donc, dans mon cas, donc, j'ai bien remis à nouveau les données qu'il a reçues de Tali d'avant. Donc, voilà. Donc, c'est ça un peu ce que j'ai fait en termes de prompt. Là, j'ai pas grand-chose de plus. C'est juste message en assistant. Donc, là, le nœud est assez simple. Et donc, là-dedans, j'ai fait la même chose. J'ai juste changé quelques paramètres. Là-dedans, on voit bien que j'ai pas donc l'aspect équipe. Maintenant, j'ai plus donc, OK, tu es un partenaire. Comment est-ce qu'on fit ensemble en termes de collaboration, de ressources, etc. Donc, j'ai juste changé les pointages que j'avais avant. Du coup, tes prompts, ils sont en fait à deux niveaux. Ils sont au niveau de N8N et dans OpenAI lui-même, c'est ça? C'est ça. Okay. Après, on peut très bien tester avec juste un. Là, moi, dans mon cas, je l'avais fait avec deux parce que je voulais juste m'assurer qu'il suit bien les règles que je vais donner. Après, on peut très bien justement, désolé, j'ai commencé à lire la question qu'il y avait. On peut très bien juste le mettre une fois, il n'y a pas besoin. Ce que je faisais moi d'habitude avant avec Make aussi, c'est dans le prompt ici, c'est juste de lui faire un petit peu un sorte de petit système prompt. On lui explique qu'est-ce qu'on veut. Non, je me trompe de ce que je suis en train de dire. Sur Make, en fait, on peut faire plusieurs prompts en même temps. On peut on peut donner un système prompt plus des prompts user, plusieurs si on veut à la suite. Là, on peut le faire, mais pas sur Message Assistant. Et donc là, le système prompt, il est ici. C'est celui-ci qui va être pour moi le plus important. Ensuite, celui-ci, il est plus user. Donc, pour ceux qui ont déjà créé un agent IA sur OpenAI,
C'est un peu comme quand on crée un projet, on lui donne des instructions et ensuite on lui pose des questions directement sur le chat. Donc là, ça serait comme c'était le chat et vraiment le prompt ici, c'est vraiment la création de l'agent en tant que tel. D'accord. Alors, on a une question sur le coût de Marion Pompon, que je salue, hein, Marion Notion Queen, qui fait aussi des super lives de No Code France. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots déjà sur cette question-là? Donc, est-ce que tu utilises des tokens OpenAI ou est-ce qu'il y a un compte, est-ce que tu as besoin d'un compte payant ChatGPT? Et puis, tu peux aussi nous dire plus globalement sur le coût de la solution, là, de toute la solution, où on en est en termes de coût. Alors, c'est une bonne question. Je ne pense pas qu'il faut payer ChatGPT. Moi, je pense que là, dans mon cas, j'ai juste rajouté de l'argent, un petit peu d'argent. Je crois que j'ai dû mettre 5 $ ou 10 $ et ça me tient pas mal de temps. Après, ça dépend si on veut générer des images et tout, ça coûte plus cher. Mais là, pour juste des questions comme ça, c'est enfin, c'est pas très cher. Donc, moi, dans mon cas, j'ai un compte payant depuis que j'utilise aussi les calls. Donc, je sais pas si c'est lié ou pas, mais normalement, je pense pas. Je pense qu'on peut avoir directement un compte, mettre de l'argent, des petits sous dessus, 5-10 $, c'est déjà très bien. Et je crois qu'avec ça, tu peux déjà envoyer sans problème, utiliser l'API. Dans tous les cas, on ne te laisse pas utiliser l'API tant que tu n'as pas mis d'argent sur le compte. D'accord, d'accord. Alors, et écoute, en termes de coût, pardon, faudrait que, j'ai pas fait exactement toute la grille de coûts, mais il y aurait les coûts de la gestion du coup du fait que j'ai une VPN en cloud. Ça ne me coûte pas très cher. Je pense que chaque mois, je dois payer peut-être 5 $ pour tout mon usage. Donc vraiment, à l'usage, je ne pourrais pas savoir exactement. Et ensuite, le coût d'OpenAI ne doit pas être très cher parce que j'ai mis 7 $ il y a 4-5 mois et il m'en reste encore 5,5. Et j'ai fait beaucoup de tests. Donc, pareil, c'est pas extrêmement cher dans l'ensemble. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, malheureusement, il nous reste pas beaucoup de temps, donc peut-être dire 2 mots quand même sur comment tu as travaillé avec l'IA. C'était quoi tes critères en fait pour évaluer la qualité des résultats que tu recevais et quelle méthode est-ce que tu as utilisée? Alors, c'est assez intéressant comme question parce que je ne sais pas si c'est l'effet double prompt plus toutes les explications assez précises que je lui ai données sur ce que je voulais. Mais dans l'ensemble, je retrouve des résultats qui sont assez cohérents, assez logiques. Je n'ai pas encore eu la chance de vraiment faire ce processus de scoring en premier via le PDG et ensuite l'IA pour comparer en fait si lui, ça lui va ou pas. Je n'ai pas encore eu l'occasion de me faire un call avec lui pour qu'on check ça. Mais dans l'ensemble, moi, en tant que spectateur, quand je réponds aux questions de porteurs de projets, d'investisseurs, etc., je suis assez content avec le score qu'il me donne. Ensemble, c'est pas comme si un investisseur qui est prêt à investir 1 million, il va me mettre un score de 2. Il va mettre toujours des scores assez importants pour quand la personne est réellement plus importante. Moi, je pense que le score qui m'intéresse le plus, parce que c'est celui qui va vraiment jouer un rôle important, c'est le fit entre la boîte et l'investisseur. Et bon, déjà, le fait de passer par un formulaire fait que si tu n'es pas dans les secteurs qu'on recherche, bah, il n'y a pas besoin de continuer l'application, sinon ça sert à rien. Et ensuite, je trouve que le fit de la boîte que j'ai créée fictive avec les différents tests que j'ai pu faire était assez, ça collait bien. Et quand j'ai voulu tester avec des choses qui ne collaient pas, ça n'a pas collé. Donc, dans l'ensemble, j'ai pas eu à faire plus que ça parce qu'avec les peu de tests que j'ai fait, j'étais assez content. Donc, juste avec le fait de mettre des prompts assez clairs sur ce que je recherchais et de bien préciser étape par étape le scoring, je trouve que ça a été assez précis sur ce que je recherchais.
quelle place est-ce que tu as prévu du coup pour le client dans ce workflow? Est-ce qu'il y a des étapes manuelles qui sont conservées? Quel est le contrôle que lui garde? À quel niveau? Par exemple, en ce qui concerne le prompt, est-ce que c'est quelque chose sur lequel lui, il peut être amené à intervenir ou pas? Est-ce que c'est pertinent? Enfin, comment est-ce que tu as géré le human in the loop, comme on dit? Moi, je trouve que dans le cas de mon client qui a d'autres choses à faire, je pense que lui va l'utiliser surtout pour regarder vers la fin. Donc, surtout, je pense qu'il utilisera que, OK, les notifications, c'est cool, et ensuite, peut-être regarder sur Table. Sur la version actuelle, si on fait des évolutions où lui, il peut être encore moins sur Table et juste avoir les infos importantes et les contacts directs, je pense qu'il passera presque pas de temps sur tout ce truc-là. Après, moi, je pense que si on laisse cette version, si on garde cette version, ce qui est vraiment bien, c'est que l'utilisateur, donc par exemple en l'occurrence le PDG, il a jamais perdu vraiment la main, parce que c'est pas que l'IA prend des décisions sur lui et est déjà en train de contacter quelqu'un. Donc en fait, lui, je pense que la grande valeur ajoutée, c'est le formulaire. Il a vraiment une demande beaucoup plus formelle, beaucoup plus concrète pour lui. Donc ça, déjà, je pense que c'est vraiment le point très, très cool de ici. Et ensuite, vu que l'IA ne prend aucune décision sur une action à faire ensuite, lui, il peut relire tout le formulaire du client, se dire, ah, mais en fait, moi, je me rends compte que non, ça colle pas comme ça devrait coller ou vice-versa. Si lui, il veut contacter, c'est à lui de contacter. En fait, il a le choix après de relire tout avant qu'une décision soit prise. Donc, il a quand même beaucoup la main dessus. Là, c'est juste une aide pour lui faciliter un pré-filtre s'il en a vraiment besoin pour gagner du temps. Donc, il reste quand même assez présent s'il le voudrait. Après, c'est son choix. En termes de maintenance, là, on a quand même un système qui est plus pensé pour être géré comment? C'est-à-dire que est-ce que l'idée, c'est que lui, tu vas lui mettre en place tout ça et puis ensuite, quand il y a un problème, que ça marche pas ou que, par exemple, il peut y avoir des dérives, les modèles, ils changent, parfois, l'IA peut réagir. Il suffit que les gens se mettent à répondre un peu différemment ou fassent une réponse un peu différente par rapport à ce qui est prévu dans le formulaire et ça peut avoir un impact aussi au niveau de ce qui est généré par l'IA. L'idée, c'est quoi là dans ce que tu as pensé? C'est que le client fait plutôt appel à toi ou est-ce que tu as prévu que le client puisse monter en compétence ou être autonome? Alors moi, ce que je fais, c'est que j'ai plusieurs manières de travailler avec des clients. Ça va dépendre aussi de ce qu'eux ils recherchent, parce que il y a des gens qui ne veulent vraiment, ils veulent juste tout déléguer, peu importe s'ils comprennent ou pas ce qui est en train d'être fait. Et tant que ça marche, c'est l'idéal. Et ils sont prêts à payer pour que voilà. Et il y a d'autres personnes qui ont juste besoin d'une aide pour setup les choses parce qu'ils ont peut-être pas le temps ou les connaissances. Et donc, le fait de setup, et ensuite, eux, ils veulent quand même prendre 1, 2, 3 heures en plus pour comprendre. Moi, l'idée, c'est quand même, donc là, je l'ai pas fait, on le voit pas, mais l'idée, c'est d'utiliser de la documentation pour aussi expliquer ce que j'ai réalisé, ce que j'ai fait, qu'on comprenne bien, en fait, l'usage de chaque module, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de chaque module, pourquoi j'ai pris ces décisions-là, et documenter au plus possible. Donc après, si le client a besoin de moi pour faire des améliorations parce que lui il veut pas gérer, dans le cas 1 que j'ai expliqué, là bien sûr je serai toujours disponible. Après il y a des clients qui veulent plutôt avoir une disponibilité constante de la personne qui a géré le scénario. Donc par exemple, ce qui est faisable, c'est d'avoir une mensualité où on assure au client s'il y a un problème, je suis là. Ça, c'est optionnel. Après, le client peut très bien dire non, je préfère juste t'appeler quand j'en ai besoin. C'est aussi un choix. Mais si je ne suis pas disponible, je ne suis pas disponible. Donc, je pense qu'il y a plusieurs choix différents. Je propose un peu les différents choix. Après, c'est au client de voir ce qu'il préfère.
Moi, j'ai pas forcément l'un ou l'autre. Moi, tant que le résultat déjà de ce qu'on a fait euh, est apprécié et c'est ce qui résout le problème de base, c'est le plus important. Ensuite, d'éduquer, ne pas éduquer, être présent ou pas être présent, ça c'est au choix du client de ce que pour lui est le mieux. D'accord. Alors, bah, écoute, on arrive à la fin de notre temps, Mathias, donc je vais te laisser conclure. Merci Si besoin de beaucoup. répondre à des questions, je peux répondre à des questions si j'ai encore peut-être 5 minutes. Ah, Parce que j'ai vu, il y avait super, des questions, etc. super. Ben, je pense qu'on est arrivé en fait, sauf si toi tu en as vu que j'ai loupé, mais je pense qu'on a un peu parlé de tout là par rapport au token, à la manière dont ça fonctionnait, etc. Bah, peut-être est-ce que toi tu peux dire quel serait le conseil que tu donnerais, que ça soit à un projet qui envisagerait d'automatiser et d'utiliser de l'IA pour un processus d'évaluation, quel que soit le cas d'usage. Là, finalement, on est sur du scoring de lead, mais en fait, ce dont on parle, c'est d'un système qui permet d'évaluer, de qualifier. Quel conseil est-ce que tu donnerais au projet et quel conseil est-ce que tu donnerais aussi à la no-codeuse ou au no-codeur qui se lancerait sur ce type de mission? Pour moi, le premier point, et c'est aussi où dans mes débuts, c'était un peu compliqué, c'est de bien comprendre le besoin. Je crois qu'au début, tu en as un peu parlé aussi. C'est de bien comprendre ce qu'on a comme problème, qu'est-ce qu'on veut en ressortir, quelle est la solution qu'on recherche réellement, et ensuite voir quels sont les vrais outils qu'on veut mettre en place. Parce que des fois, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on veut mettre l'IA partout. Et des fois, bon, dans mon cas, j'ai fait un scoring donc qui a besoin d'une IA, mais il y a beaucoup de fois où il y a des automatisations, il n'y a pas forcément une IA qui est en train de gérer. Il y a des fois juste des gens qui veulent, en fait, que quand je reçois ce message, je veux le stocker. Il n'y a pas d'IA à l'intérieur, c'est juste une automatisation. Donc, je pense que le vrai conseil, c'est vraiment de bien comprendre ça. Mais ça, je pense que c'est un peu mon côté product manager où c'est très important de bien comprendre un projet de A à Z avant de le lancer et de faire juste des choses parce qu'elles sont jolies ou c'est sympa. Euh, et donc, en fait, je irais par ça. Il y a même des clients, des fois, qui, comme ils voient ça aussi sur Internet, ils viennent, ils disent, je veux mettre de l'IA là. Et il n'y a pas forcément besoin. Donc, c'est de, ouais, je sais pas s'il y avait une autre question qui m'avait posée, mais pour moi, le premier conseil, c'est celui-là. Et ensuite, peut-être pour quelqu'un qui se lance, utiliser aussi les outils qu'il y a sur Internet, que ce soit des IA ou juste des forums. Ou même YouTube, il y a plein de réponses et c'est pas aussi compliqué qu'on le croit de se lancer dans ce type de choses-là. Ça vient aussi avec ce qu'on a dit au début, N8N, c'est plus technique. Oui, mais ça fait pas 100 heures que je suis sur N8N pour comprendre tout. Et ce qui est vraiment cool sur N8N, par exemple, pour juste faire une précision sur eux et même sur Make, il y a énormément de templates. Donc vraiment, on regarde des templates. Il y a plein de gens, il y a énormément de références françaises qui font des templates sur N8N. On y va, on analyse, on comprend. Et si on est passionné, ce que j'en doute pas pour la plupart des gens qui sont là, on capte pas mal bien les choses et c'est plus facile de ce qu'on croit de s'y mettre et de se lancer. Absolument, absolument. Bah écoute, merci en tout cas beaucoup à toi d'avoir pris le temps de venir nous Plaisir. montrer ça et nous l'expliquer. Et j'abonde, je vais complètement dans ton sens. D'ailleurs, la communauté No Code France est extrêmement généreuse en partage de ressources. Et donc, j'invite vraiment tout le monde à aller sur la chaîne YouTube de No Code France où on peut voir qui nous héberge et qui héberge aussi beaucoup d'autres replays qu'on peut trouver. Moi, je cite notamment toujours Apprendre le no-code avec beaucoup de partage sur N8N, justement. Et puis aussi les astuces d'une Moldu qui est vraiment très, très bien pour quand on débute parfois sur certains outils, vraiment une approche extrêmement pédagogique. Et sur le côté produit, j'aime toujours citer le podcast Une pincée de product de Xavier Agapé parce que voilà, je pense que le fait que tu sois
Product Manager, Mathias, ça rend beaucoup de choses évidentes pour toi, mais c'est pas toujours le cas pour beaucoup de product builders qui n'ont pas forcément cette vision. Et là, dans ces épisodes, on a vraiment un résumé des points importants qu'il faut avoir à l'esprit quand on veut construire une solution, parce que en fait, une solution, si elle répond pas au bon problème, elle va servir à rien, quoi. Donc voilà. Bah écoute, je pense qu'on va peut-être Quentin va nous rejoindre pour conclure en grand final. C'est ça. Donc le live est terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi de mon côté, je cite quand même aussi la ressource de Marion qui vise à gamifier. Donc là, elle fait la gamification sur Notion, si mes souvenirs sont bons. Le nerd que je suis adore ce genre de contenu. Donc n'hésitez pas vous aussi à gamifier vos outils de votre côté. Donc on se retrouve le mois prochain pour un nouveau stream avec Le Sens de l'école, qui est un projet qui a été financé par No Code for Good, et donc on va voir un peu ce qu'ils ont fait depuis, ce qu'ils ont mis en place. Je tiens à préciser aussi, puisque Angine m'a un peu jeté sous les roues du bus, que c'est faux. Chez Contournement, on utilise N8N, on fait des automatisations avec. C'est plus les agents IA, en fait, quand on n'a pas encore trouvé de cas d'usage pour les mettre en place dans nos process. Mais ouais, N8N, c'est très utile, surtout quand on a des besoins plus avancés. N'hésitez pas à vous former dessus, hein. Il y a plein de ressources en ligne. Et passez une très bonne journée. Merci encore pour l'invitation et aussi bonne journée. Merci Mathias. À bientôt. À bientôt.